La notification illumina l'écran du téléphone d'Ethan. Tranchant à travers la faible lumière matinale de la chambre principale, telle une lame. Ce n'était pas une photo du pont du bateau de croisière, ni un message disant « Tu me manques ». C'était un ordre froid et direct, qui effaçait 10 ans de mariage, en une seule phrase. Il n'a pas crié, et il n'a pas jeté son téléphone. Il a simplement regardé les valises faites près de la porte, puis le côté vide du lit. Réalisant que le silence de la maison, ce n'était plus la paix. C'était le calme, juste avant la démolition. Si vous vous sentez attiré par le dénouement silencieux d'une vie, et par la froide précision d'un cœur qui se change en pierre, restez avec moi. Car la tempête ne fait que commencer. Le smoking reposait sur le lit, comme l'ombre de l'homme qu'Ethan était censé être, ce soir. C'était un Armani bleu nuit, taillé au millimètre près, prévu pour le dîner du capitaine. Sur le Norvégien Bliss. 10 ans. C'était le cap décisif. À Seattle, où les mariages se dissolvaient plus vite que du sucre sous une pluie chaude, 10 ans. C'était censé signifier qu'ils avaient survécu. Ethan regarda sa montre. 9h15, le Uber était prévu pour 10h10. Il ajusta ses boutons de manchette, croisant son reflet dans les baies vitrées, qui allait du sol au plafond de la chambre principale. Dehors, le ciel gris pesait lourdement sur le Puget Sound, et l'eau s'agitait. Porté par la même énergie implacable, qui bourdonnait sous sa peau, depuis des mois. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Une vibration courte, et nette. Il ne s'est pas précipité. Il finit d'attacher son bouton de manchette, un petit nœud en argent, avant de s'approcher. L'écran affichait un message de Clara. Ne viens pas au terminal. J'ai besoin de faire ça seul. J'ai besoin d'espace. Pour réfléchir à nous. S'il te plaît, respecte cela. Je t'appellerai quand nous accosterons. Ethan fixa les mots. Les pixels semblaient brûler sa rétine. De l'espace. Le mot flottait dans l'air, lourd et suffocant. Il ne tapa aucune réponse. Il ne l'appela pas, ni pour la supplier, ni pour crier. Au lieu de cela, il glissa son doigt sur l'écran, déverrouilla le téléphone. Et ouvrit l'application de localisation. Ils partageaient leur position par sécurité, une habitude de leur début. À l'époque où ils se souciaient vraiment de savoir si l'autre rentrait bien à la maison. Le point de Clara était déjà au quai 66, mais juste à côté de son point bleu. Si superposant presque, se trouvait un autre emplacement familier. Qu'il avait déjà traqué auparavant, poussé uniquement par un soupçon, qu'il avait tenté d'enfouir. Julian, travail. Ethan avait ajouté le contact de Julian dans son propre téléphone, des mois plus tôt. Lors d'un dîner, en le synchronisant avec les contacts des réseaux sociaux. Julian n'avait pas désactivé le partage de sa position sur Snapchat. Ils étaient là. 2 points, une seule cabine, un seul mensonge. Ethan posa le téléphone sur le comptoir en marbre. Le silence dans la maison était absolu. Cette maison, près de 400 mètres carrés de verre et d'acier moderne. Qu'ils avaient fait construire il y a 3 ans. C'était la maison de rêve de Clara. Elle aimait la façon dont la lumière frappait l'îlot de la cuisine. Elle aimait le statut que cela lui donnait. Lorsqu'elle organisait des événements de relations publiques. C'était l'encre qui la gardait attachée à lui, du moins, c'est ce qu'il avait cru. Il s'avança vers la fenêtre. La vue valait 3 millions de dollars. Il prit une inspiration, et pendant une seconde, il crut que sa poitrine allait s'effondrer. La douleur fut vive, physique, comme une côte qui se brise vers l'intérieur. Mais ensuite, elle passa, remplacée par une clarté froide, presque engourdissante. Si elle voulait de l'espace, il allait lui offrir le vide intersidéral. Il reprit le téléphone. Il n'envoya pas de message à Clara. Il fit défiler ses contacts, jusqu'à un numéro enregistré sous le nom. Ne pas répondre, requin de l'immobilier. Marcus Thorne, un promoteur qui lui envoyait une lettre chaque mois, depuis 2 ans. Proposant un rachat au comptant, et sans condition, parce qu'il voulait raser l'endroit. Et construire 2 logements sur ce double terrain. Ethan appuya sur le bouton d'appel.
Ça sonna 2 fois. Ethan Vance. La voix de Marcus était mielleuse, surprise. À quoi dois-je cet honneur? Vous êtes enfin prêt à me vendre cette vue? Ethan regarda le smoking sur le lit. Il regarda les valises préparées. Vous avez dit que vous pouviez conclure la vente en 24 heures, dit Ethan. Sa voix lui parut étrangère, à ses propres oreilles. Plate, métallique. Je peux virer les fonds avant la fin de la journée ouvrable. Si le titre de propriété est en règle. Pourquoi, vous avez des ennuis, Vance? J'ai besoin que ce soit réglé pour midi, dit Ethan. Le virement doit être initié à midi pile. Je signerai tout ce que vous voudrez. Je veux la clause. En l'état. Je laisse tout derrière moi. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Un lourd silence, pendant lequel Marcus calculait probablement le levier de négociation qu'il venait d'obtenir. Pour midi. C'est audacieux. Je vais devoir baisser l'offre de 10% pour les frais d'urgence. Et le casse-tête administratif. D'accord, dit Ethan. Il n'a pas scié. C'était 3,000 $ qu'il venait de céder, et il s'en moquait éperdument. Retrouvez-moi ici dans 1 heure, avec un notaire. C'est conclu. Ethan raccrocha. Il regarda le lit défait. Il regarda la photo de mariage encadrée sur la commode, prise à Moïse. Quand ils avaient 28 ans et qu'ils étaient naïfs. Il marcha jusqu'à la photo, la prit, et la lâcha dans la poubelle. Le verre ne s'est pas brisé. Il a simplement glissé, avec un bruit sourd. Il avait 2 heures pour emballer les seules choses qui comptaient vraiment, ce qui, il le réalisa avec une légèreté terrifiante, ne représentait pas grand-chose en fin de compte. Clara voulait être seule sur l'océan. Quand elle reviendrait, elle découvrirait que le rivage sur lequel elle comptait accoster avait été emporté par les flots. Marcus Thorne arriva exactement 45 minutes plus tard. Sa Porsche 911 noir mat découpant une silhouette saisissante, sur l'allée grise. Il ne ressemblait pas à un sauveur. Il ressemblait à un vautour, qui venait de repérer un animal blessé. Depuis des kilomètres d'altitude. Il portait un costume qui coûtait plus cher que la première voiture d'Ethan. Et tenait un porte-documents en cuir, qui semblait assoiffé d'encre. Ethan ouvrit la porte. L'air entre eux était humide et froid, portant une odeur de pain et de gaz d'échappement. Ethan, dit Marcus, en entrant sans attendre d'invitation. Il ne s'essuya pas les pieds. Il marcha directement dans le hall, ses yeux scrutant immédiatement les hauts plafonds. Les luminaires sur mesure, et la vaste étendue de parquet en chêne blanc. Vous ne plaisantiez pas. Vous allez vraiment le faire. La paperasse, demanda Ethan. Il resta près de la porte, la main toujours posée sur la poignée en laiton. Il se sentait comme un fantôme, hantant sa propre vie. Marcus posa le porte-documents sur l'îlot de cuisine en quartz, cet îlot que Clara avait exigé. Car elle voulait une pièce maîtresse pour les conversations. Maintenant, ce n'était plus qu'une dalle de pierre froide, servant de support à leur avis d'expulsion. Tout est là, dit Marcus, en dézippant la sacoche. Accord de vente standard, offre au comptant, conditions en l'état, aucune clause d'inspection. Mais le prix reflète la rapidité. Vance, j'ai déduit les 10% dont nous avons discuté. Plus 2% supplémentaires, pour les frais de clôture que je prends à ma charge. C'était une offre dérisoire. C'était même insultant. Dans des circonstances normales, Ethan lui aurait ri au nez, et l'aurait mis à la porte. Mais ce n'était pas des circonstances normales. Ce n'était pas une vente. C'était une amputation. Est-ce que la clause en l'état couvre le contenu, demanda Ethan, en s'avançant vers l'îlot. Marcus marqua une pause, son stylo en or planant au-dessus du document. Il balaya la pièce du regard, observant le canapé de designer, le piano à queue dans le coin. Que Clara n'avait pas touché depuis 3 ans. Et les œuvres d'art qu'ils avaient collectionnées à Santa Fe. Vous laissez les meubles? Je laisse tout, dit Ethan. Sa voix était posée, dépourvue de ce tremblement qu'il ressentait pourtant, dans ses mains. Meubles,
électroménager, appareils électroniques. Je prends mes vêtements et mon ordinateur portable. Le reste est à vous. Ou à la décharge. Je m'en fiche. Les sourcils de Marcus se soulevèrent. L'espace d'un instant, le masque de prédateur glissa, révélant une confusion sincère. Il y a pour 50 000 $ de meubles. Rien que dans cette pièce. Vous et Clara. Vous avez des ennuis avec la justice? Le FBI? Pas d'ennui judiciaire, dit Ethan. Juste une réorganisation personnelle. Est-ce qu'elle est au courant? Demanda Marcus, en tapotant le stylo contre le papier. J'ai besoin des 2 signatures, si elle est sur le titre de propriété. Elle ne l'est pas, répondit Ethan. C'était l'unique détail archaïque de leur mariage, qui lui servait maintenant d'arme. Quand ils avaient acheté le terrain, le crédit de Clara était ruiné, suite à l'échec d'une start-up. Ethan avait tout mis à son nom, pour garantir le prêt. Ils avaient eu l'intention de l'ajouter plus tard, mais la vie, et la paresse, s'en étaient mêlés. Propriété exclusive. Vous avez vérifié le titre. En effet, dit Marcus, tandis qu'un lent sourire s'étirait sur son visage. Il réalisait qu'il n'achetait pas seulement une maison. Il achetait une tragédie, à prix cassé. Et bien dans ce cas, signez ici, et mettez vos initiales en bas. Ethan prit le stylo. Le métal était froid contre sa peau. La maison était silencieuse autour de lui, à l'exception du tambourinement rythmé de la pluie. Contre les immenses baies vitrées. Il regarda la ligne, destinée à sa signature. S'il signait ça, il n'y aurait plus de retour en arrière, plus de discussion possible. Pas de thérapie de couple. C'était l'option nucléaire. Il repensa au SMS, ne vient pas au terminal. Il repensa au point bleu sur l'écran, qui chevauchait celui de Julien. Ethan appuya le stylo sur le papier. Le grattement de la plume parut assourdissant, dans la pièce silencieuse. Il signa son nom, avec une fioriture qu'il ne ressentait pas du tout. Ethan Vance. Les détails pour le virement bancaire, demanda Marcus, en sortant son téléphone. Ethan fit glisser un bout de papier, sur le comptoir. C'était un nouveau compte, qu'il avait ouvert en ligne le matin même. Un compte auquel Clara n'avait aucun accès. Marcus tapota sur son écran pendant 1 minute, puis retourna le téléphone, pour le montrer à Ethan. Initié. Ça arrivera sur votre compte dans 2 heures. Je ferai enregistrer l'acte de vente d'ici. La fin de la journée. Quand pouvez-vous être parti? Ethan regarda l'heure. 11h15, laissez-moi jusqu'à 14h, dit Ethan. Marcus hocha la tête, en fermant le porte-document. J'enverrai une équipe pour changer les serrures à 14h01. Ne vous attardez pas. Vance. C'est mauvais pour l'âme. Quand Marcus partit, le silence s'engouffra de nouveau, plus lourd qu'avant. Ethan se retrouvait seul dans la cuisine. Il était plus riche de 3 millions de $, et spirituellement en faillite. Il marcha jusqu'au salon, et regarda le piano à queue. Il le lui avait acheté pour son 30e anniversaire. Il se souvenait de la façon dont elle avait pleuré, de la façon dont elle avait juré. De jouer tous les jours. Il s'en approcha, souleva le couvercle, et fixa les touches d'ivoire. Il ne joua pas la moindre note. Au lieu de cela, il retira son alliance de son doigt. C'était un simple anneau en platine, avec la date de leur mariage gravée à l'intérieur. Il posa la bague, sur la touche du dos central. La liquidation était achevée. À présent, la purge pouvait commencer. À 12h30, Ethan se tenait dans le dressing. Cet espace divisé équitablement entre ses costumes utilitaires. Et l'explosion de couleurs et de soie de Clara. Il avait 2 valises ouvertes, sur le sol. Il y rangea ses chemises, sa trousse de toilette, et les quelques livres posés sur sa table de nuit. Il ne toucha pas aux côtés de sa femme. Il laissa les rangées de robes de créateur. Les étagères de chaussures qui coûtaient plus cher que leur première voiture, et la boîte à bijoux. Remplie des pièces qu'il lui avait offertes au cours de la dernière décennie. Ces choses faisaient partie de la maison, désormais.
Elle faisait partie de l'inventaire. Son téléphone sonna de nouveau, une notification d'Instagram. Clara VPR venait de poster une photo. Ethan savait qu'il ne devrait pas regarder, mais son pouce bougea automatiquement. L'image se chargea. C'était un cliché de ses jambes, allongé sur une chaise longue. Avec la rambarde du navire et l'océan gris infini, devenant flou en arrière-plan. Une seule flûte de champagne reposait sur une petite table. La légende disait, parfois, la seule façon de se retrouver, c'est de se perdre en mer. Solitude, guérison, anniversaire, réflexion. Ethan zooma sur la photo. Il ne regardait pas ses jambes. Il fixait le reflet, dans la base de la flûte à champagne. C'était déformé et incurvé, mais il y avait une forme là-dedans, la silhouette sombre d'un homme. Qui tenait le téléphone, pour prendre la photo à sa place. Solitude. Il jeta son téléphone sur le matelas, et sortit de la chambre. Il lui restait 1 heure, avant que l'équipe de Marcus n'arrive pour changer les serrures. Et il y avait une porte dans la maison, qu'il ne s'était jamais senti à l'aise d'ouvrir. Le bureau de Clara. Elle l'appelait ça, salle de crise. C'était laquelle gérait ses clients en relations publiques. Laquelle prenait des appels tard la nuit, laquelle s'enfermait pour se concentrer. Ethan poussa la porte. La pièce sentait légèrement son parfum d'orchidée à la vanille. Et l'odeur d'ozone de l'électronique en surchauffe. C'était immaculé. Le bureau était une plaque de bois de récupération, organisée avec une précision terrifiante. Il passa derrière le bureau. Il ne cherchait pas d'argent. Les comptes bancaires étaient déjà en train d'être vidés. Il cherchait le « pourquoi ». Il ouvrit le tiroir du haut. Du papier à lettres, des stylos. Il ouvrit le tiroir du milieu. Des dossiers de clients, des accords de confidentialité. Il ouvrit le tiroir du bas. Il était fermé à clé. Ethan ne chercha pas la clé. Il alla dans la cuisine, attrapa un tournevis plat dans le tiroir à outils, et revint. Il enfonça la pointe métallique dans le mécanisme de la serrure, et tourna. Le bois se brisa avec un craquement sec, un son qui parut d'une violence satisfaisante. Dans cette maison silencieuse. Le tiroir s'ouvrit. Il n'y avait pas de dossier client à l'intérieur, juste une pile de cartes de vœux. Et une petite boîte en velours. Ethan prit d'abord les cartes. Elles ne venaient pas de lui. C'étaient des cartes d'anniversaire, des cartes de la Saint-Valentin, des cartes « Je pense à toi ». Toutes signées par Julian. Les dates remontaient à 18 mois. 18 mois. Il sentit des sueurs froides couler le long de sa nuque. Ils avaient essayé d'avoir un bébé, l'année dernière. Elle lui avait dit que ça ne marchait tout simplement pas. Il ouvrit la boîte en velours. À l'intérieur, se trouvait une lourde montre en argent, une Breitling. Glissé en dessous, il y avait un reçu datant d'il y a 3 jours. Joyeux 10e anniversaire, Jay. Faisons de ceci le début de notre vraie vie. Amour, c'est. Ce n'était pas un cadeau pour Ethan. C'était un cadeau d'anniversaire, pour l'homme avec qui elle était en ce moment. Elle l'avait acheté avec leur carte de crédit commune. Il se souvenait avoir vu le débit au grand magasin, et il avait supposé qu'elle lui avait acheté quelque chose d'extravagant pour leur anniversaire. Il avait lui-même payé pour son propre remplaçant. Ethan fixa la montre. La culpabilité qu'il avait ressentie en signant les papiers avec Marcus. Cette petite voix insistante qui disait « Peut-être que tu es fou. Peut-être qu'elle a vraiment juste besoin d'espace. » S'évanouit instantanément. Elle fut remplacée par un œuf froid, et dur, de justification. Il laissa retomber la montre dans le tiroir. Il ne la vola pas. Il ne la détruisit pas. Il voulait qu'elle la trouve ici. Il voulait qu'elle revienne, vers une maison où elle ne pourrait pas entrer. Vers une vie qui avait été vendue dans son dos, et qu'elle sache exactement pourquoi c'était arrivé. Il se leva, et regarda autour de la pièce une dernière fois. Il attrapa une photo encadrée sur l'étagère, une photo de lui et de Clara. Pendant leur lune de miel en Italie. Elle avait l'air si innocente. Ensuite, il posa la photo face contre la table,
sur le bureau. « Joyeux anniversaire, Clara » murmura-t-il, à la pièce vide. Il regarda sa montre. 13h45. Il était temps de partir. À 14h01, une camionnette blanche au nom de Thorn Développement se gara dans l'allée. 2 hommes en bleu de travail en descendirent, portant des perceuses et un jeu de serrure neuve. Ethan ne prit pas la peine de se présenter. Il laissa les clés de la maison à sa maison, anciennement sous le paillasson comme convenu, monta dans son Audi, et recula pour sortir de l'allée, sans regarder dans le rétroviseur. Regarder en arrière, c'était prendre le risque de se changer en statue de sel. 20 minutes plus tard, il était assis dans le coin d'un café sur la 4e avenue. Le genre d'endroit rempli de travailleurs indépendants et d'employés de la tech, qui s'ignorent mutuellement. L'air sentait les grains torréfiés, et la laine mouillée. Ethan ouvrit son ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant son visage fatigué. Il se connecta à leur portail bancaire principal. Le solde du compte d'épargne commun était substantiel. C'était le fonds de rénovation pour leur maison de rêve, qu'ils alimentaient depuis 3 ans. Clara y avait déposé sa prime, le mois dernier. Ethan n'hésita pas. Il initia un virement bancaire pour exactement 50% du solde, vers son nouveau compte privé. Ensuite, il déplaça la totalité de ses comptes chèques et épargne personnelle. Puis vint le tour des cartes de crédit, la carte Platinum, la carte de réserve. C'étaient les artères, qui pompaient le sang vital du style de vie de Clara. Les dîners avec les clients, les renouvellements de garde-robe, et, apparemment, les montres Breitling pour Julien. Il navigua jusqu'à l'onglet Perte au vol. Il ne se contenta pas de les geler, il les signala comme compromises. L'algorithme de la banque allait immédiatement désactiver les numéros actifs. Clic et clic. Confirmé. Le plastique dans le portefeuille de sa femme n'était désormais plus qu'un simple bout de ferraille. Comme sur commande, une notification apparut sur son téléphone. Via l'application de carte de crédit. Un dernier sursaut, avant que le système ne s'arrête. Tentative de transaction. Dîner de spécialité du Norvégien Bliss. Montant, $245. Statut, refusé. Ethan fixa l'écran. Elle essayait de payer le dîner. Un dîner romantique, très probablement. Et maintenant, le serveur se tenait là, tenant la carte, la regardant avec ce sourire poli. Plein de pitié. Elle allait devoir utiliser sa propre carte de débit, celle liée à son compte personnel, qui, s'il se souvenait bien, était souvent à découvert. À cause de ses investissements pour son apparence. Il but une gorgée de café noir. C'était amer, mais ça l'ancrait dans la réalité. Il restait un dernier fil à couper, le fil professionnel. Clara travaillait pour une agence de relations publiques de haut niveau. Son image, c'était sa monnaie d'échange. Ethan avait souvent été l'accessoire silencieux à ses côtés lors des galas. Le mari d'un grand soutien, qui charmait les clients pendant qu'elle concluait les contrats. Il figurait comme contact d'urgence, et gérait souvent la logistique pour elle. Quand elle était débordée. Il ouvrit sa boîte mail, et rédigea un nouveau message. À Sarah Jenkins, associée principale, Apex PR. Objet, affaires personnelles urgentes, gala à venir. Chère Sarah. Je vous écris pour vous informer qu'en raison d'une procédure de divorce urgente et soudaine, entamée aujourd'hui, je n'assisterai plus au gala de charité le week-end prochain. Et je ne serai plus disponible pour aider à la logistique des clients de Clara, à l'avenir. Veuillez retirer mes coordonnées du registre d'urgence de l'entreprise, avec effet immédiat. Je voulais vous prévenir à l'avance, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Clara est actuellement indisponible pour en discuter, puisqu'elle a quitté le pays. Cordialement, Ethan. C'était professionnel, poli, et absolument fatal. Il n'avait pas explicitement dit qu'elle l'avait trompé, mais dans le monde des relations publiques, alimenté par les ragots, une procédure de divorce soudaine, pendant que l'épouse était en croisière, impliquait un scandale aux proportions catastrophiques. D'ici à ce que Clara rallume son téléphone.
La machine à rumeurs de son bureau aurait déjà réduit sa réputation en poussière. Il cliqua sur envoyer. Le son d'envoi de l'email lui parut plus fort que le tonnerre qui grondait dehors. Ethan ferma l'ordinateur portable. Il s'adossa à sa chaise en bois, regardant la pluie zébrer la fenêtre. Il était sans abri. Il était célibataire. Il était seul, dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Mais pour la première fois depuis des années. Il ne ressentait plus le poids écrasant de toujours essayer d'être à la hauteur. Pour quelqu'un qui désirait autre chose. Il était léger, d'une légèreté terrifiante. Il prit son téléphone. Il avait besoin d'un endroit où dormir. L'annonce d'un appartement meublé d'entreprise, qu'il avait mis en favori plus tôt, était disponible immédiatement. C'était stérile, gris, et totalement dépourvu de souvenirs. Parfait. L'ascenseur menant au 14e étage du Zénith se déplaçait avec un glissement silencieux et pressurisé, qui fit claquer les oreilles d'Ethan. C'était un son entièrement différent du lourd claquement de bois, de la porte d'entrée de la maison. La maison qui n'était plus la sienne. Ici, tout était sans friction, métallique et efficace. Il tenait une carte magnétique en plastique, dans sa main. Pas de clé en laiton, pas de poids. Le couloir était bordé de portes grises identiques, s'étirant sous des lumières encastrées, qui bourdonnaient à une fréquence, à la limite de l'audible. Il trouva la chambre 1402, passa la carte sur le capteur, et attendit la lumière verte. Clic. Il entra. L'appartement était techniquement luxueux. Il avait des fenêtres allant du sol au plafond. Une petite cuisine avec des appareils en acier inoxydable. Et un salon meublé dans des tons offensants de beige et de taupe. Il avait été conçu pour ne choquer personne, ce qui signifiait qu'il ne plaisait à personne. Ça sentait le nettoyant industriel au citron, et l'air recyclé. Ethan déposa ses 2 valises, près de la porte. Elles semblaient absurdement petites. Est-ce que 10 ans de vie se résumaient à ça? 2 sacs de vêtements, et un ordinateur portable. Il marcha jusqu'à la fenêtre. La vue, ici, était différente. Au lieu de l'immensité turbulente du Sound, il regardait directement dans les entrailles architecturales du centre-ville de Seattle. La pluie rendait glissantes les vitres des gratte-ciel voisins, transformant la ville en un kaléidoscope de gris flou et de néon. Il n'était plus, désormais, qu'un simple pixel de plus dans la matrice. Il enleva son manteau, et le jeta sur le dossier du canapé rigide. Il avait besoin d'un verre, mais les placards étaient vides. Il n'y avait pas de cave à vin, remplie du Pinot Grigio préféré de Clara. Il y avait juste une capsule de café emballée, solitaire, sur le comptoir à côté d'une machine générique. Il s'assit sur le bord du lit. Il était ferme, les draps bordés avec une précision militaire. Pour la première fois depuis l'arrivée du SMS ce matin-là, l'adrénaline commença à s'estomper. La colère froide et robotique, qui avait nourri la vente, les valises et les transferts bancaires se retiraient, laissant derrière elle une immense douleur sourde et creuse. Il repensa à la maison. À l'heure qu'il est, l'équipe de Marcus y serait déjà. Ils étaient probablement en train d'arracher les moquettes, ou de mesurer les limites du terrain. La salle de crise, où il avait forcé le tiroir, était probablement en train d'être vidée. Les preuves de la trahison de Clara, balancées dans une benne à ordures, avec le reste de leur histoire commune. Il ferma les yeux, et revit le salon. Il revit l'endroit sur le tapis, où ils avaient ouvert les cadeaux de Noël. Il revit l'îlot de la cuisine, où ils s'étaient disputés au sujet de l'argent. Puis réconciliés autour d'un repas à emporter. Il avait tout brûlé. Il avait pratiqué la politique de la terre brûlée si méticuleusement que plus rien ne pourrait jamais y pousser. Son téléphone vibra sur la table de nuit, le faisant sursauter dans la pièce silencieuse. C'était un email automatique du bureau d'enregistrement du comté, transféré par la société de titres. Objet, confirmation d'enregistrement de l'acte. Parcelle, ID 84021. Transfert terminé. Cédant, Ethan Vance. Cessionnaire, Thorne Développement LLC. C'était fait. Légalement,
irrévocablement fait. Il n'était plus propriétaire. Il était locataire, dans une boîte suspendue dans le ciel. Il ne se sentait pas triomphant. Il se sentait comme un astronaute qui avait coupé le cordon le reliant à son vaisseau. Dérivant à reculons dans le noir. C'était silencieux ici. Trop silencieux. Il se leva et alla dans la salle de bain, pour s'asperger le visage d'eau. Le miroir était vivement éclairé, impitoyable. Il regarda son propre reflet, les cernes sombres sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il se demanda ce que Clara était en train de faire, en ce moment. Était-elle au dîner du capitaine? Riait-elle à une blague de Julien, sa main posée sur son bras? Essayait-elle de payer une tournée de boisson? Seulement pour découvrir que sa carte était encore refusée. Un sourire sinistre effleura ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. Il retourna dans le salon, et ouvrit son ordinateur. Il avait du pain sur la planche. Pas son vrai travail. Il s'était porté pâle pour les 2 prochains jours. Mais il s'agissait du travail d'un homme qui protège sa forteresse. Il devait s'assurer que, lorsqu'elle reviendrait, il n'y aurait absolument nulle part où atterrir. Il commença à taper une liste. Modifier les bénéficiaires de l'assurance vie. Révoquer la procuration. Rédiger l'accord de séparation. La pluie martelait la vitre de plus belle, maintenant. La nuit tombait sur la ville, transformant la pièce en une cage d'ombre. Ethan était assis dans la lueur de l'écran, effaçant son passé, ligne par ligne. Seul dans le silence qu'il s'était choisi. 7 jours plus tard, le soleil décida de se moquer de la situation. C'était une après-midi de Seattle brillante et vivifiante. Le genre de journée qui faisait scintiller l'eau. Et donnait aux montagnes des airs de décor peint. Un taxi jaune se fraya un chemin à travers les rues sinueuses de la banlieue. Transportant une passagère qui se sentait tout aussi radieuse que la météo. Clara était assise à l'arrière, ajustant ses lunettes de soleil. Elle était bronzée, un teint doré et mielleux qui cachait les rides de stress autour de ses yeux. La semaine en mer avait été compliquée. Julien s'était montré exigeant. Le sexe avait été alimenté davantage par l'adrénaline que par l'intimité. Et le coût des cartes de crédit refusées avait été un accroc humiliant, dont elle avait dû rire. En prétextant un bug de l'algorithme de sécurité bancaire. Mais elle avait eu le temps de réfléchir. Son discours était prêt. Elle dirait à Ethan qu'elle avait paniqué, que ce SMS était un moment de faiblesse. Elle ne mentionnerait pas Julien. Elle présenterait cette solitude comme une nécessité pour sa santé mentale. Ethan était doux. Il était sentimental. Il serait en colère, bien sûr, mais il l'attendrait. Il l'attendait toujours. C'est bien ici, non? Le numéro 402, demanda le chauffeur, en ralentissant. Oui, juste dans l'allée, dit Clara. Vérifiant son reflet dans son miroir de poche une dernière fois. Elle remit une couche de gloss rose pâle. Vulnérable, mais élégante. Le taxi crissa sur le gravier. Clara paya avec sa carte de débit heureusement, elle fonctionnait encore et sortit. Le chauffeur ouvrit le coffre, déposa ses 2 grosses valises sur le trottoir, et s'éloigna. La laissant dans le silence de l'impasse. Clara se tourna vers la maison. Elle fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Le silence n'était pas paisible. Il était industriel. Un bourdonnement bas et rythmé, provenait de l'intérieur de la structure. Et là, garée en plein sur la pelouse parfaitement entretenue qu'elle s'était battue pour faire approuver par le syndic, se trouvait une énorme benne à ordures rouillées. Elle était remplie de gravats. Son cœur rata un battement. Un tuyau avait-il éclaté? Y avait-il eu un incendie? Ethan, murmura-t-elle, attrapant la poignée de sa valise pour la faire rouler vers la porte d'entrée. Les hortensias le long de l'allée avaient été piétinés. Il y avait des traces de boue, sur le porche en ardoise. La panique commença à bouillonner dans sa gorge, acide et brûlante. Elle atteignit la porte d'entrée, cette porte en acajou sur mesure, qu'ils avaient choisie ensemble. Elle fouilla dans son sac pour sortir ses clés. Sa main tremblait légèrement,
alors qu'elle glissait la clé dans la serrure. Elle n'entrait pas. Elle poussa plus fort. Le métal grinça contre le métal, mais la clé refusait de s'enfoncer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-elle, sa frustration grimpant en flèche. Elle essaya la poignée. Verrouillée. Elle secoua la clé à nouveau, plus fort cette fois, rayant la plaque en laiton. « Ethan, ouvre la porte. » Elle sonna à la porte. Ça ne résonna pas. Le bouton semblait mort, sous son doigt. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur. Clara composa son visage instantanément, prête à se lancer dans ses excuses. Prête à voir les yeux fatigués et blessés d'Ethan. Mais ce n'était pas Ethan. Un homme se tenait là. Il était petit, au cou épais, vêtu d'un t-shirt couvert de poussière, et il tenait un pied de biche. Il regarda Clara, avec une irritation confuse. Derrière lui, le hall d'entrée était méconnaissable. Le parquet était recouvert de papier protecteur. Le lustre avait disparu, ne laissant qu'un fil électrique qui pendait. La maison résonnait du bruit d'une scie, déchirant le bois dans la cuisine. « Je peux vous aider ?» grogna l'homme. Clara cligna des yeux, son cerveau incapable de traiter l'image. « Qui êtes-vous ? Où est mon mari ?» L'homme essuya la sueur de son front. « Y a personne qui habite ici, madame. Juste les ouvriers. Vous cherchez le promoteur ? » Le promoteur ? La voix de Clara devint aiguë. « C'est ma maison. J'habite ici. Je suis parti pendant une semaine. Qu'est-ce que vous faites à mai ? Seul ? » Elle essaya de passer devant lui, mais il bloqua l'entrée avec son pied de biche, pas agressivement. Mais fermement. Doucement. Attendez. Cette propriété appartient à Thorn Développement. Achetée la semaine dernière. On démolit l'intérieur. Pour en faire un duplex. Vous vous êtes trompé d'adresse. Thorn. Ce nom déclencha un lointain souvenir. Les lettres qu'Ethan jetait à la poubelle. Le promoteur prédateur. Non, dit Clara, un rire nerveux jaillissant de sa gorge. Qui ressemblait dangereusement à un sanglot. Non, c'est impossible. Nous avons un prêt immobilier. Nous avons des meubles. La maison a été vendue en l'état, dit l'homme, ses yeux se posant sur les valises. Il sembla comprendre ce qui se passait, et son expression passa de l'irritation à une sorte de pitié bourrue. Écoutez, madame, l'endroit était vide. Quand on a récupéré les clés mardi. Vide. Quoi qu'il soit resté. Le patron a tout fait envoyer à la décharge, mercredi. Clara recula d'un pas. Le soleil lui parut aveuglant maintenant, trop brillant. L'exposant d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il l'a vendu, murmura-t-elle. Signé, scellé, livré, dit l'homme. Bon, j'ai du boulot, moi. Vous ne pouvez pas rester là. Question de responsabilité civile. Il ferma la porte. Le clic du loquet fut définitif. Clara resta plantée sur le porche de cette maison qui n'était pas la sienne. Elle regarda la benne. Dépassant du sommet, au milieu de morceaux irréguliers de cloisons sèches, se trouvait le pied du fauteuil beige, où elle avait l'habitude de s'asseoir pour lire. Elle attrapa son téléphone pour appeler Ethan. Ses doigts tremblants si fort qu'elle faillit le faire tomber. Les barres de réseau étaient au maximum, mais pour la première fois de sa vie. Elle n'avait absolument aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il fallut 3 heures à Clara pour le retrouver. Elle s'était d'abord rendue à son bureau, dépassant le poste de sécurité en trombe. Pour être finalement interceptée par Sarah Jenkins elle-même. L'interaction avait été brève, humiliante, et publique. Clara avait été escortée vers la sortie, non pas comme l'épouse d'un cadre, mais comme une menace pour la sécurité. Mais elle avait réussi à obtenir une information, auprès d'une jeune assistante compatissante, qui n'avait pas encore vérifié ses emails, l'adresse du logement de fonction, où les dossiers urgents étaient envoyés par coursier. Le hall d'entrée du Zénith était une caverne de marbre gris, éclairée de lumières encastrées.
qui sentait la pluie et la climatisation hors de prix. Ethan était assis dans un fauteuil en cuir bas, près de la baie vitrée, observant les lampadaires s'allumer dans la rue. Il portait un pull que Clara n'avait jamais vu, un tricot sombre et bon marché, qu'il avait dû acheter dans un grand magasin l'après-midi même. C'était le premier indice visuel, montrant que l'Ethan qu'elle connaissait, avait déjà disparu. La porte à tambour tourna, déposant Clara dans ce calme plat. Elle avait l'air paniquée. Ses cheveux, d'ordinaire un rideau lisse de cheveux blonds, étaient frisottés par l'humidité. Ses yeux étaient cernés de rouge, non pas à cause de la tristesse, mais à cause d'un puissant cocktail de décalage horaire, de fureur et de terreur. Elle le repéra et traversa le sol en marbre, ses talons claquant comme des coups de feu. « Tu es complètement fou ?» Sa voix résonna sur les surfaces dures, attirant l'attention du concierge. Elle jeta son sac sur la table, devant lui. « Tu as vendu la maison. Tu as vidé les comptes. J'ai dû utiliser une carte prépayée pour payer le taxi jusqu'ici. » Ethan. C'est de la violence financière. C'est psychotique. Ethan ne se leva pas. Il regarda sa poitrine se soulever, notant la façon dont ses mains tremblaient. Non pas de chagrin, mais de la perte de contrôle. « La maison était à mon nom, » dit calmement Ethan. Les comptes étaient joints. J'ai pris ma moitié. Le reste a servi à rembourser les cartes de crédit que tu avais plafonnées. Je crois qu'il reste environ $400. Sur le compte courant. Tout est à toi. Tu as jeté 10 ans de vie en l'air, siffla Clara, baissant la voix. Alors que le concierge la foudroyait du regard. Elle s'assit sur le bord du canapé en face de lui, se penchant en avant. Son expression passant de la rage, à une vulnérabilité étudiée, et suppliante. Ethan, regarde-moi. J'ai envoyé ce message. Parce que je me noyais. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de me retrouver. Pour être meilleur pour nous. Et toi? Tu as réagi comme un enfant. Tu as tout réduit en cendres. Parce que j'ai demandé 3 jours de solitude. Solitude? Ethan répéta le mot, en jaugeant son poids. Oui, de la solitude. Je me suis assise dans cette cabine. Et j'ai pleuré pendant 2 jours. Tu m'as manqué. J'allais revenir, et arranger les choses. Elle tendit la main, pour prendre la sienne. Sa paume était chaude, familière. C'était ce toucher, qu'il avait ancré pendant une décennie. Ethan retira sa main, comme si elle était radioactive. Il plongea la main dans l'enveloppe Kraft, posée à côté de lui. Il en sortit une seule feuille de papier, une impression de la photo qu'elle avait postée. Celle avec le reflet dans la flûte de champagne. En dessous, il posa le reçu pour la montre Breitling, qu'il avait récupéré dans son tiroir fermé à clé. Clara se figea. Ses yeux passèrent frénétiquement de la photo au reçu. Et son visage se vida de ses couleurs si totalement, qu'elle ressembla à une statue de cire. « Je ne suis pas parti parce que tu es allée en croisière, Clara, » dit Ethan. Sa voix dépourvue de toute colère, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Je suis parti, parce que tu n'y es pas allée seule. » Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La défense de la solitude tomba en poussière. « Julian, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. « Julian, » confirma Ethan. « Et avant que tu ne mentes, et ne dises qu'il est juste un ami, j'ai l'historique de discussion. Sur l'iPad que tu as laissé à la maison. Je sais pour les voyages d'affaires à San Francisco. Je sais pour l'hôtel à Vancouver. » Il fit glisser l'enveloppe Kraft sur la table. Elle était épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Les papiers du divorce, » dit Ethan. « Et un chèque. C'est le reste de la valeur nette de la vente de la maison. Après que j'ai déduit les frais d'urgence. Et les dettes. C'est assez pour une caution sur un appartement. Un petit. » Clara fixa l'enveloppe. La réalité la frappait par vagues. Il n'y avait plus de maison où retourner. Ses cartes de crédit étaient mortes.
sa réputation au travail, était en lambeaux. Et l'homme qui avait été son filet de sécurité, l'homme qu'elle pensait ne jamais voir partir? Peu importe jusqu'où elle le poussait à bout, la regardait comme si elle était une étrangère. Ethan, s'il te plaît, balbutia-t-elle, alors que des larmes coulaient enfin. De vraies larmes, cette fois-ci. Des larmes pour elle-même. Je peux réparer ça. On peut faire une thérapie de couple. Je couperai les ponts avec lui. Ça ne voulait rien dire. Ça t'a coûté tout ce que tu avais, la corrigea Ethan. Il se leva. Il se sentait incroyablement fatigué, mais plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ne monte pas à l'appartement, dit-il, en baissant les yeux vers elle. La sécurité a ta photo. Si tu essaies de passer le bureau d'accueil, ils appelleront la police. Il se retourna, et se dirigea vers les ascenseurs. Ethan, hurla-t-elle son nom, un son brut et éraillé, qui brisa le silence poli du hall. Il ne se retourna pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, avec un doux carillon. Il entra, et les portes métalliques se refermèrent, lui coupant la vue de sa femme, en larmes. Sur le sol de marbre froid. 6 mois plus tard, la pluie à Seattle n'avait pas changé, mais la façon dont Ethan la regardait. Oui. Il était assis sur le balcon de son nouvel appartement, à Ballard. C'était un appartement au 2e étage, dans un immeuble en briques des années 1920. Plein de courants d'air, de bois qui craquent. Et faisant environ le tiers de la taille du mausolée de verre, qu'il avait vendu à Marcus Thorne. Ça sentait les vieux livres et le café, pas le polish au citron et le silence. Son téléphone vibra sur la table de bistrot. Ce n'était pas un message de sa femme, ou une exigence d'un agent immobilier. C'était une notification de son avocat. Objet, Vance contre Vance, jugement final rendu. Ethan fixa l'écran. Il s'attendait à ce pincement au cœur lié à la perte, cette douleur aiguë de l'échec. Que la société lui disait qu'il devrait ressentir, à la fin d'un mariage. Mais il n'y avait rien, juste la vapeur qui montait de son mug. Et le bruit des pneus sur le bitume mouillé, en dessous. Le divorce avait été houleux, mais rapide. Sans la maison pour laquelle se battre, sans les actifs communs à démêler. Puisqu'Ethan les avait liquidés et divisés avant même que Clara puisse engager un avocat. Il n'y avait pas grand-chose à quoi elle pouvait s'agripper. La vente, en l'état, avait posé le cadre du divorce. Rapide, brutal, et non négociable. Il but une gorgée de café. Il avait appris par le bouche à oreille un ami commun. Qui n'avait pas choisi son camp assez vite que Clara vivait dans un studio, à Capitol Hill. C'était un quartier jeune et bruyant, bien loin de l'exclusivité tranquille qu'elle convoitait tant. La situation avec Julian avait implosé, 3 semaines après la croisière. Apparemment, un homme qui trompe sa femme avec une femme mariée n'a pas l'estomac assez solide pour supporter une partenaire qui arrive avec un tel bagage. Des dettes, et un scandale public. Julian était retourné auprès de sa femme. Clara s'était retrouvée avec une BMW en leasing, qu'elle ne pouvait plus se payer. Et une montre Breitling, qu'elle avait dû vendre sur eBay. Ethan ne sourit pas à cette idée. Il ne ressentit pas non plus de vague de joie vengeresse. Il ressentait juste de l'indifférence. Elle était devenue un personnage, dans un livre qu'il avait fini de lire. Il se leva, et rentra à l'intérieur. L'appartement était peu meublé, mais chaque objet qui s'y trouvait était quelque chose qu'il avait choisi pour lui-même. Un fauteuil en cuir qui était vraiment confortable, une platine vinyle, une table à dessin. Sur laquelle il avait commencé à faire du conseil à ses propres conditions. Quittant son cabinet à haute pression, pour travailler avec des clients plus petits et durables. Plus tard cet après-midi-là, Ethan conduisit jusqu'à son ancien quartier. Il s'était dit qu'il allait à la quincaillerie, mais il savait très bien, où la voiture le guidait. Il se gara le long du trottoir de ce qui était autrefois le 402 Crestview Drive. La maison n'était plus là. À sa place, se dressaient 2 maisons de ville étroites et modernes, encore en construction. Enveloppées dans des bâches isolantes Tivec. Le jardin que Clara avait tant aimé, n'était plus qu'une fosse de boue. La vue sur le Sound était maintenant coupée en 2,
par un mur de séparation. Marcus Thorne avait fait exactement ce qu'il avait dit. Il avait maximisé le potentiel du terrain, et effacé le passé. Ethan baissa la vitre. L'air sentait le bois humide, et la sueur. Il se souvint du matin où il se tenait dans la chambre, paralysé par un SMS. Il se souvint de cette sensation de suffocation. Vendre la maison, ce n'était pas seulement pour blesser Clara. Ça avait été un bouton d'éjection. S'il était resté, s'il avait attendu qu'elle rentre à la maison pour parler, il se serait noyé dans les mensonges. Il aurait passé les 10 prochaines années à essayer de pardonner l'impardonnable. Marchant sur des œufs, dans une maison construite sur des sables mouvants. En réduisant tout en cendres, il s'était forcé à partir. Il avait sauvé sa propre vie. Il passa la première vitesse. Une pluie fine commença à tomber, tapant un rythme doux, sur le toit. Ethan regarda le chantier une dernière fois, puis vérifia son rétroviseur. La route derrière lui était vide. La route devant lui était grise et humide, mais pour la première fois depuis une décennie. Elle était grande ouverte. Il s'éloigna, et il ne regarda pas en arrière.